souhaitiez prendre la parole. Oui, merci, Alors, monsieur le maire. Je pense par contre... Oui, je vous en prie. Je pense par contre que ça ne va pas être possible, en tout cas dans les conditions que vous avez prévues, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, allez-y, je crois que vous vouliez intervenir, mais... Oui, je voulais intervenir, mais très rapidement, ça ne prendra que 5 minutes. Ça concerne ma demande de prise de parole pour informer par la réponse des services de la préfecture quant à mon positionnement en tant que conseiller municipal de l'opposition. Alors, donc, ce que je voudrais spécifier, c'est que vous dites en application du règlement intérieur, le règlement intérieur ne permet pas ça. Alors, par contre, si je peux me permettre, monsieur le maire, par contre, le règlement intérieur donne la possibilité, bien sûr, de poser des questions écrites, des questions orales. Donc là, je pense que ça se rapproche d'une question orale. Et l'intitulé précis de la question orale doit parvenir 48 heures auparavant. Ceci dit, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous exposiez votre position. D'accord, je vous remercie, mais à tout égard, le règlement du conseil municipal du 16 juin 2016 prévoyait dans les articles conjugués 15 et 17 de traiter en fin de séance du CM le communiqué 48 heures avant la séance, donc c'est ce que j'ai fait, puisque je vous ai envoyé un email 48 heures avant. Je précise. Et le temps de parole étant de 15 minutes. Je précise encore une fois, le règlement intérieur, article 17, est parfaitement clair. Tout conseiller municipal peut poser oralement des questions dans les limites fixées par l'article 15 et conformément au CGCT. Et afin de permettre au maire de réunir les éléments de réponse, l'intitulé exact de la question orale doit lui être obligatoirement communiqué au moins 48 heures avant. Et donc effectivement, c'est traité normalement en fin de séance. Mais je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous le traitiez tout de suite. Je vous remercie. Et je ne vois pas d'inconvénient non plus à ne pas avoir eu l'intitulé exact de votre question. Alors, l'intitulé exact, si je ne me trompe pas, c'est la situation réglementaire d'un conseiller de l'opposition. Donc voilà le thème que je vous avais écrit, en date du 17-12-2018. Donc je vous l'ai adressé, et je l'ai adressé au cabinet du maire parallèlement. Bon, je vous écoute. Je cite. Oui, enfin, alors, M. Frani, le texte de règlement intérieur est très clair. Les questions, la situation du... C'est des questions de faible importance, pour être précis, M. Chorel. Mais non, mais c'est pas des questions pour l'instant. Moi, pour moi, une question se finit par un point d'interrogation. Là, la situation du conseiller d'opposition, je ne vois pas la question. C'est un thème. Écoutez, moi j'ai posé une question, monsieur le maire me donne la liberté d'y répondre, alors je cite, si vous voulez bien, parce qu'on perd du temps et ça ne sert à rien. Donc, effectivement, j'ai écrit à la préfecture pour avoir le positionnement en tant que conseiller municipal de l'opposition, et voilà ce qu'on m'a écrit. Pardon. Un mandat local n'est pas un mandat impératif. Tout conseiller municipal est maître de ses prises de position et peut librement se désolidariser de ses anciens colistiers. Les mandats politiques ont un caractère personnel et non pas collectif. Le fait que plusieurs personnes aient été élues sur la même liste de candidats le jour du scrutin n'implique ensuite aucune solidarité entre elles. Dès le conseil municipal installé, ou à n'importe quel moment du mandat, un élu peut décider de siéger seul en toute indépendance en se réclamant du parti politique de son choix. D'anciens membres de la majorité peuvent créer et ou rejoindre un autre groupe, éventuellement composé d'adversaires d'hier. Voire siéger seul, représentant dès lors une tendance politique nouvelle et autonome, ce qui lui ouvrira de nouveaux droits. Mais les dissidences en cours de mandat emportent des conséquences juridiques en ce qui concerne l'ouverture des droits garantis aux élus dans l'article et leur mandat ou leur représentation dans les organismes extérieurs. Le Code général des collectivités territoriales ouvre plusieurs droits aux conseillers municipaux, n'apportant pas à la majorité droit à un local de réunion. J'attire votre attention là-dessus, c'est l'article 2121-27, et par un espace d'expression dans les bulletins d'information générale édités par la commune, c'est l'article 2127-27-1. Donc, je demande l'application stricte de cette réglementation. Je vous remercie.
Alors, je vais vous répondre, même si ce n'est pas une question. Ce que j'avais dit l'autre fois n'est pas du tout contradictoire avec ce que vous venez de dire. Ce que j'avais expliqué, c'est que le fait de passer de la majorité à l'opposition, pas une opposition qui a été élue démocratiquement par les Bordelais, mais voilà, dire je suis dans l'opposition, pour moi, et je le répète, ça ne dénote pas un très grand respect pour les électeurs qui ont élu notre liste. Maintenant, ça n'empêche pas que vous avez rappelé des droits. Ces droits, ils existent. Je peux même vous dire que vous en avez oublié un, qui est l'expression aussi sur le site internet de la commune. Donc, tous ces droits sont ouverts aux conseillers d'opposition que vous dites être devenus, mais je répète encore une fois, c'est la démarche que je ne trouve pas convenable par rapport aux électeurs, mais c'est mon opinion, et vous avez la vôtre. Voilà, donc nous allons passer aux délibérations suivantes. Alors, je vous propose de grouper les délibérations 2 à 7 en ce qu'elles concernent un même objet qui est le remplacement de M. Champion dans les diverses commissions et instances dont il faisait partie. Je vais vous les citer avec les membres que je propose. Et en gros, ce que je propose, c'est que M. Gérard Bocquet remplace M. Champion dans toutes les instances où il figurait. Donc à la commission des finances, il y a donc Mme Sarkissian, M. Maes, M. Chorel, Mme Bourron, Mme Lantillon, et donc il y aura, selon votre vote, si vous en êtes d'accord, M. Bocquet. La délibération numéro 3, c'est la commission de délégation de services publics, et donc la commission d'appel d'offres est composée de la même manière. Donc, membre titulaire, alors le président c'est le maire toujours, membre titulaire Mme Bourron, M. Roux, Mme Maes, donc M. Bocquet, M. Vivier, membre suppléant M. Bertoncini, Mme Eck, M. Maes, M. Garcia, Mme Osten. La chambre funéraire, donc Mme Bourgeois, Mme Nadjarian, M. Bocquet. La numéro 6, le conseil d'administration du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Donc Mme Massot, Mme Nadjarian, M. Maes, Mme Osten et M. Bocquet. Numéro 7, acteurs économiques, aménagement urbain et acteurs économiques locaux et emploi. Donc pour l'aménagement urbain, collège élu, M. Chorel, vice-président, Mme Bertoniri, M. Roux, collège non élu, Mme Cohn, M. Marzeau, M. Rodier, M. Taravel, acteurs économiques locaux et emploi, collège élu, M. Secaldi, vice-président, Mme Bourron, M. Moidel, Mme Osten, collège non élu, M. Pernel, M. Carayol, M. Lecoq, M. Tressol. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va procéder à un vote à main levée si personne ne s'y oppose. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est parfait. Donc, nous passons à la délibération numéro 8. C'est une décision modificative par rapport au budget. Donc, vous voyez qu'il y a en dépenses comme en recettes, en section de fonctionnement, une somme de 100 000 € qui correspond à l'ouverture de crédits supplémentaires qui sont nécessaires pour le reversement de la taxe de séjour. Vous savez que la ville encaisse la taxe de séjour et la reverse à l'office de tourisme, et c'est la ressource principale avec la subvention de l'office de tourisme.
La ville a déjà encaissé 184 000 euros au 26 novembre. Il reste des sommes. Le budget primitif avait ouvert 160 000 euros. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin de 100 000 euros, mais au moins on est tranquille. Il n'y aura pas besoin de délibérer à nouveau. Et la somme de 10 000 euros qui est en section d'investissement, c'est simplement un remboursement de taxes d'aménagement pour des permis de construire qui ont été annulés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La délibération numéro 9, c'est l'ouverture de crédit d'investissement pour 2019. Vous savez que dans la mesure où on vote le budget après le mois de janvier, donc vers le mois de mars, il y a des dépenses qu'il faut qu'on engage en matière d'investissement et la loi nous autorise d'ouvrir pour un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. La somme correspondante est de 2 millions à peu près. Et il y a 247 000 euros qui sont prévus au chapitre 20, c'est-à-dire les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les études, etc. Chapitre 204, 419 000 euros. Ça correspond aux subventions d'équipement. Au chapitre 21, les immobilisations, 3 592 000. Et pour le chapitre 23, 3 932 000 euros. Et donc, 25% des crédits ouverts, ça représente 61 000 pour le chapitre 20, 104 000 pour le chapitre 204, 898 000 pour le chapitre 21 et 983 000 pour le chapitre 23. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est de détailler les travaux qui sont prévus avec cette ouverture maximale du quart des investissements. Et là, je vais passer la parole à M. Chaurel, qui est adjoint aux travaux. Et je pense que c'est intéressant que vous sachiez un petit peu les travaux qui sont prévus avec ces premières ouvertures de crédit. Oui, monsieur le maire. Donc, ces postes-là concernent donc les investissements suivants. Donc, ils concernent tous le chapitre 21, sauf le dernier poste, mais je le mentionnerai. Donc, en premier lieu, nous avons la rehausse des clôtures sur l'école du Bois-Morin. Cette mesure-là est une mesure vis-à-vis de la sécurité des enfants. Donc, nous devons faire ces travaux pendant la période des vacances scolaires d'hiver. Donc, ça nécessite la mise en place de crédits anticipés pour que la commande puisse être passée. Donc, ces travaux de rehausse des clôtures de l'école Bois-Morin pour un montant de 180 000 euros. Il y a l'achat d'un véhicule pour les services techniques pour un montant de 15 000 euros. Il y a un marché sur le réseau pluvial qui concerne trois sites. L'avenue Jean Lost pour la création d'un pluvial jusqu'au rond-point de l'Europe. La rue Aubanel ainsi que le boulevard de l'Escourche devant l'ensemble commercial où il y a la pharmacie, la boulangerie, sur ce site-là, où cette zone est régulièrement inondée lors d'un orage. Nous allons créer un pluvial afin de résoudre cette problématique. Il y a ensuite donc ce poste marché pluvial, c'est pour un montant de 240 000 euros. Il y a ensuite un poste concernant la traverse du Dauphiné et l'impasse du Zénith. Ce sont aussi des travaux vis-à-vis du traitement du ruissellement des eaux pluviales par la création de réseaux pluviaux, mais de moindre importance que le poste précédent, pour un montant de 64 500 euros. Nous avons ensuite un poste dédié au plateau traversant de l'avenue du 11 novembre. L'avenue du 11 novembre, depuis fort longtemps, nous sommes interpellés d'une part sur la vitesse excessive des véhicules, et
particulièrement dès que le soleil est couché, nous dit-on, d'une part, et d'autre part sur la problématique du ruissellement aussi des eaux pluviales. Donc nous faisons d'une pierre deux coups, nous créons un plateau traversant équipé d'un système de récupération des eaux pluviales. Donc ce poste se monte à 35 000 €. Il y a ensuite le cheminement d'accès à la plage de Ranocro. Vous avez pu constater que lors des dernières tempêtes, la digue a été fortement endommagée. Donc nous allons procéder aux travaux de remise en état de cette digue. Ce poste se monte à 21 180 €. Et ensuite, là c'est l'opération actuellement qui a commencé pour le quai de Gaulle, donc pour la continuité des travaux. Donc ce poste-là est donc sur le chapitre 23, contrairement au précédent qui était sur le chapitre 21. Et donc le montant pour le quai de Gaulle est de 500 000 €. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Chorel. Juste une remarque, contrairement à ce qui est communiqué sur les réseaux sociaux, je tiens quand même à le souligner. Il y a le quai de Gaulle, mais il n'y a pas que le quai de Gaulle. Nous investissons aussi dans les quartiers. Pour l'année 2019, je rappelle ce que nous avons voté, le budget investissement pour l'année 2019 se monte à 200 000 € hors quai de Gaulle. 2 millions d'euros hors quai de Gaulle. 2 millions d'euros, c'est loin d'être négligeable. Voilà, monsieur le maire. Merci de cette précision. On peut noter que sur le cas des investissements, il y a un peu plus de 50% du montant des travaux qui est destiné à autre chose que le quai de Gaulle sur cette ouverture de crédit. Oui, on va peut-être voter. Oui, monsieur Valero. Petite remarque au sujet des plateaux traversants. Je ne sais pas si la loi a changé, mais les voies qui étaient traversées par les transports publics, il était interdit de faire ce genre d'ouvrage. Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus? Non, la loi ne l'interdit pas. Renseignez-vous. Ce sont des recommandations. Parce que, regardez, parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive un accident, que la mairie soit responsable de l'accident. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 10, le budget annexe du port. Et donc, c'est monsieur Chorel, en tant qu'adjoint au port, qui va vous la rapporter. Donc, cette délibération concerne effectivement l'ouverture des crédits d'investissement, à l'identique de la délibération principale qui concernait le budget principal. Le montant des crédits, les 25% de crédits que l'on peut ouvrir se montent à 931 000 € sur ce budget annexe du port. Nous avons deux postes concernés, donc qui concernent le chapitre 23. Le premier poste concerne l'extension de la capitainerie, donc c'est extension, rénovation de la capitainerie, pour un montant de 300 000 €. Et l'autre poste concerne les pannes A et B et le quai. C'est la mission de maîtrise d'œuvre plus toutes les études de sol et de diagnostic qui sont à réaliser pour un montant de 200 000 €. Peut-être un complément d'information de la part de M. Rocheteau. Je rappelle que le budget annexe du port intéresse aussi la SOGEBA, puisque le budget fonctionne essentiellement à partir de la redevance versée par la SOGEBA. Oui, peut-être l'occasion de rappeler que les investissements communs ne seront pas les seuls investissements qui seront faits sur le port, puisque en fonction de la nature des travaux réalisés, soit c'est le budget annexe du port qui est sollicité, soit c'est le budget de la SOGEBA. Donc là, M. Chorel vient de vous parler des travaux qui seront imputés sur le budget annexe du port, donc la capitainerie, la rénovation des pannes et du quai. Mais côté SOGEBA, on va refaire les bornes du port, donc la plupart, il y en a 200 à refaire.
On va également traiter la station carburant, on va refaire les sanitaires, les blocs sanitaires ouest et office de tourisme. Et je crois que dans les gros investissements, c'est tout ce que je vois. Monsieur Vivier, non, c'est déjà pas mal. En tout, on peut dire qu'il y en a pour 6 millions d'euros d'investissements globaux sur le port, ce qui représente quand même une somme non négligeable, et ça fait un moment qu'une telle somme n'avait pas été engagée. Oui, il est bon effectivement de rappeler ces choses-là et d'informer, puisque manifestement l'information n'est pas très bien passée. Les travaux qui sont faits financés sur le port sont financés donc, pour partie par Sogeba, pour la majeure partie sur le budget annexe du port. Et encore une fois, ce budget annexe du port n'est alimenté que par les redevances perçues par la Sogeba pour l'occupation du port. Donc les bandolets qui n'ont pas de bateau au port ne participent en rien aux travaux qui sont menés sur le port. C'est essentiellement l'activité portuaire qui finance ces travaux-là. C'est, je pense, important de le rappeler. Bien, merci pour ces précisions. Monsieur Valero. Juste une petite précision, la réflexion du quai du stade, est-ce qu'elle va se faire, elle va continuer devant le parc ou pas? Parce que devant le parc, on a depuis à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, des carreaux qui sont cassés. Et c'est très dangereux pour les piétons qui se promènent sur cet espace. Est-ce que ça fait partie du budget du port ou pas? Est-ce que ça va être fait ou pas? Non, alors là pour ces carreaux, effectivement, s'il y a un problème, mais sur le revêtement de surface, c'est totalement distinct de la partie dont on parle, investissement sur le port. Ça, c'est sur le budget de la ville. S'il y a des désordres, ben, il faut les signaler. Nous avons les comités de quartier pour cela, mais tout bandolet peut signaler des désordres sur la voirie, sur la chaussée. Ça, c'est des interventions courantes effectuées par les services techniques. Juste une petite précision, c'est que quand j'étais, je suis toujours élu, mais quand j'étais du côté de la majorité, je l'avais signalé au service technique et depuis ça n'a pas été fait. Ouais. On a mis des barrières, on a protégé, etc. quand les plaques sont parties, mais on n'a jamais rien fait. Donc il faudrait s'en occuper. Il y a eu des interventions de fait, il y a eu des carreaux qui ont été recellés, mais sur la promenade, donc, où il y a le club de plongée. Oui, juste là, un petit peu avant. Ces carreaux, ils sont très très dangereux. Si une mamie ou n'importe qui chute, ça va coûter 5 000 € à la commune. Quoi. Donc, très bien, mais c'est totalement indépendant, ça peut être traité immédiatement. Je souligne que lorsqu'il y a des problèmes qu'on constate sur la voirie de Bandol, a fortiori si c'est dangereux, il n'est pas du tout indispensable d'attendre un conseil municipal pour faire remonter l'information. Donc n'hésitez pas à remonter l'information à M. Jorel en tant qu'élu. Oui, dans le même ordre d'idée, tous les bandolets sont acteurs de leur commune, et lorsqu'il y a des désordres qui sont constatés, qui plus est s'ils mettent en péril la sécurité des personnes, il est plus important de prévenir la municipalité plutôt que de poster sur Facebook. Je sais bien qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde connecté, mais l'information sur Facebook pour dire vous avez vu, il y a ça, ils font rien. Mais c'est plus important d'informer les services directement, c'est un geste beaucoup plus citoyen. Juste une petite précision, Jean-Pierre, ce que sur Facebook je Tu n'es pas du tout concerné par ma remarque. Ok, merci. Donc il y a un numéro aussi d'appel au service technique, il y a toujours quelqu'un. Monsieur le maire, s'il vous plaît, quels sont les types de travaux que vous allez réaliser à la capitainerie pour un montant de 300 000 €? Quels sont les types de travaux? Est-ce que c'est la structure du bâtiment? Est-ce que c'est les extérieurs? Monsieur Rocheteau vous l'a indiqué, mais c'était pas très précis. Quoi. Il va essayer d'être plus clair. Je vous en prie, merci. Je vais être plus clair. Effectivement, je l'ai dit en conseil d'administration de la Sogeba, mais malheureusement, lors de cette séance, vous n'étiez pas là. Donc je vais le redire aujourd'hui. Donc la capitainerie
Les 300 000 euros, ce sont le quart de crédit d'investissement, donc ce n'est pas le budget global. Le budget global de rénovation de la capitainerie est estimé à 1 400 000 euros. Il s'agit à la fois d'une extension du bâtiment côté zone de carénage, même si on ne va pas empiéter sur la zone, avec notamment le rapatriement des sanitaires qui actuellement sont situés à côté des douanes et qui sont en fait non seulement en très mauvais état mais pas très bien placés. Des plaisanciers qui ne connaissent pas le port de Bandol ont beaucoup de mal à les trouver. Donc là, ces sanitaires seront directement collés dans le bâtiment, enfin seront dans le bâtiment de la nouvelle capitainerie. Le deuxième axe de ce projet, c'est une rénovation parce que le bâtiment il date de 1978 et donc vous le connaissez, ce bâtiment il est quand même dans un état on va dire très vétuste. Donc il y a cet aspect-là, l'aspect extérieur également qui va être rénové, donc avec des matériaux de qualité, notamment des murs de pierre en pierre naturelle, donc pour donner un aspect, parce que comme on dit souvent, cette entrée est la troisième entrée de Bandol, hein, c'est l'entrée par la mer, et aujourd'hui le bâtiment ne reflète pas l'image qu'on veut donner du port de Bandol. Un autre axe, c'est qu'aujourd'hui, la capitainerie date de 1978, l'activité aujourd'hui a changé, on manque de place, donc l'extension était aussi nécessaire. Et le dernier point, c'est on va créer sur le toit de la capitainerie un espace de réception dédié aux professionnels du nautisme, mais pas que. Donc ce sera en fait un toit terrasse. La vue évidemment à cet endroit-là est magnifique. Et nous avons régulièrement des demandes d'espace de réception, que ce soit de la part de professionnels ou d'associations. Et on a encore eu, d'ailleurs on a eu lundi un conseil portuaire et où les représentants des professionnels et des plaisanciers qui étaient présents nous ont encore dit c'est très bien parce qu'effectivement aujourd'hui le seul espace de réception possible c'est la salle de la SNB qui non seulement est pas tout le temps accessible, hein, elle est quand même très prise évidemment, et puis elle a aussi quelques problèmes acoustiques qui font que c'est compliqué d'y faire des réunions. Voilà, donc il y aura à l'étage un espace de réception ouvert pour l'été et fermé également une salle qui sera accessible et qui sera donc louée par la capitainerie à disposition des plaisanciers pour organiser tout type d'événements. Voilà. Ok, je vous remercie. Quand vous parlez d'extension, vous pensez aussi à des embauches, vous pensez à du personnel supplémentaire. Quel type de personnel? Je crois qu'on s'éloigne de l'objet de cette délibération. C'est une question, monsieur le maire. Hein. Vous y répondez ou vous ne répondez pas, mais c'est une question. C'est une question, mais là on parle du budget du port, du budget annexe. Donc je propose que... Je peux y répondre si vous voulez, bon, ça ne me gêne pas d'y répondre. Allons-y. Ça ne me gêne pas d'y répondre. Il est probable qu'il y ait des recrutements à la SOGEBA, étant donné que nous avons 4 départs cette année. D'accord. Que nous allons probablement recruter. Nous avons également des agents, notamment à l'accueil, qui sont des agents détachés mairie, dont certains envisagent de quitter la région. Donc évidemment, s'ils quittent la région, il faudra qu'on compense leur départ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un effectif de 16 agents. La SOGEBA a déjà eu jusqu'à 21 agents, donc on est bien moindre. On envisage effectivement 1 ou 2 recrutements sur des postes un peu différents, notamment des postes d'encadrement qui manquent à la SOGEBA, notamment sur les aspects administratifs et financiers, puisque une des choses que j'ai découvertes en arrivant, c'est que donc vous savez que la SOGEBA est une société d'économie mixte qui est soumise au Code des marchés publics. Donc qui dit marché public dit consultation publique. Et c'est une compétence en soi. La passation des marchés, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et donc la SOGEBA n'a pas cette compétence en interne. Ce qui fait que, on va dire que par le passé, certains marchés n'ont pas été lancés et ont été signés de gré à gré. Aujourd'hui, évidemment, on est rentré dans les clous. On passe aujourd'hui par un consultant externe qui nous fait nos marchés, mais c'est une solution évidemment qui a un coût. Donc l'idée, ce serait d'avoir une personne qui, entre autres, sache lancer les marchés publics de la SOGEBA. Voilà. Donc ça fait partie des recrutements envisagés. Je vous remercie. Je vous en prie. Parfait. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 11, Madame Bourron. Oui, il s'agit de l'activité d'enseignement de la voile, activité proposée aux enfants de l'école élémentaire, plus précisément aux classes de CE2, CM1 et CM2 pour l'année 2019, activité qui est dispensée par la Société nautique de Bandol. Donc les 3 classes de l'école élémentaire effectueront 8 séances par classe, au prix unitaire de 210 € la séance, donc un budget total de 5 040 €. Donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver le principe de cette activité d'enseignement de la voile, ainsi que son financement, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Madame Bourron. Monsieur Bertoncini. Mais comme ma chère collègue vient de dire, c'est pareil, c'est le même système, hein, mais là ça concerne les collèges, donc pour les élèves de 6e à la 3e. La classe voile existe depuis les années, je crois 2003, ça a été créé. Ça a permis de maintenir le collège sur place à Bandol déjà, de renforcer les effectifs d'élèves. Donc nous continuons à aider à 100% cette animation, avec, donc vous voyez, sur les écoles maternelles et aussi sur le collège. Pour un montant total de 35 000 €, si on peut cumuler les deux, ça fait plus de 40 000 € donnés pour maintenir l'activité voile sur les écoles bandolaises. Je pense que c'est quelque chose d'important, parce que ça fait partie de notre histoire. Bandol, comme on le sait, nous avons une baie magnifique. Donc voilà, je vous demande de voter cette subvention pour le collège à hauteur de 35 000 €. Alors, je voudrais souligner une chose importante, c'est que le collège, c'est une compétence du département, mais malgré ce, nous soutenons financièrement activement cette activité, même si elle ne dépend pas de la commune en termes de compétences. C'est vrai, il faut le préciser, parce qu'à l'origine, quand ils ont été créés ces places-là, elles auraient dû être prises en charge totalement par le département et pas par les communes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Madame Bourron. Il s'agit de la participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés, en vertu d'une loi de 2019 qui tend à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Donc la commune, chaque année, est sollicitée par différents établissements scolaires privés pour l'octroi de cette participation. Donc la loi ne vise, comme on vient de le rappeler, que les écoles privées sous contrat avec l'État. Donc cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas de la capacité d'accueil nécessaire à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique, ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, ou pour des raisons médicales. Considérant que la commune dispose des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation des élèves résidant sur Bandol, la contribution ne revêt pas le caractère d'une dépense obligatoire à l'exception des cas susmentionnés. La commune souhaite néanmoins contribuer à apporter un soutien financier à ces établissements fréquentés par de nombreux élèves bandolais. Donc, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver ce principe de participation et de fixer le montant de cette participation pour l'ensemble des établissements scolaires privés accueillant les enfants de Bandol à 144 € par élève pour l'année scolaire 2018-2019. Et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Madame Bourron. Donc pas de changement. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, Monsieur Vivier. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne le régime indemnitaire des agents de la commune. Elle est constituée de 23 pages. Je vais donc vous en épargner la lecture complète, mais vous lire un résumé précis. Le régime indemnitaire des agents de la collectivité était fixé par plusieurs délibérations, dont la délibération du 27 avril 1987 portant modalité d'attribution de diverses primes et indemnités du 29 juin 2009,
puis du 14 décembre 2017. Compte tenu des modifications réglementaires intervenues et dans un souci de clarification et d'unification de l'ensemble du régime indemnitaire, il est prévu dans la présente délibération d'exposer l'ensemble du régime indemnitaire du personnel communal. Il convient donc de fixer par une nouvelle délibération les conditions générales d'attribution, le taux moyen des primes et indemnités applicables au personnel en fonction et les nouvelles règles applicables. L'autorité territoriale, investie du pouvoir de nomination, détermine dans le cadre fixé par le cadre de cette délibération les primes et les taux applicables à chaque fonctionnaire territorial et agent contractuel. Au terme de l'article 88 alinéa 1 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'Assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'État. Cette disposition tend en effet à faire respecter le principe de parité entre fonctions publiques. Vu l'avis du comité technique du mardi 18 décembre 2018, ça c'était la première partie de la délibération que vous avez sous les yeux, et je vais vous lire le condensé que j'en ai fait par rapport aux 23 pages que j'ai annoncées tout à l'heure. La multiplicité des délibérations ne favorise pas la lisibilité du régime indemnitaire ni l'équité de traitement entre les agents. De plus, des modifications sont intervenues et certaines primes prévues dans la délibération du 29 juin 2009 doivent être mises à jour. Les modifications apportées répondent donc aux objectifs suivants. Merci. Je vais profiter. En fait, c'est un commentaire.